Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, chers indispensables à la bonne marche économique de ce pays, bonjour. On m'a demandé dans le cadre des formations et de cette journée d'aborder avec vous un sujet fiscal, un sujet qui vous passionne évidemment, et c'est vrai que la fiscalité est passionnante. Et j'ai choisi comme sujet de revenir sur le phasage de la réforme de l'impôt des sociétés, parce que c'est un des aspects qui est excessivement difficile à maîtriser de cette réforme. Donc, rappelons-nous, le gouvernement considère qu'il faut réformer l'impôt des sociétés. Vous allez me dire que la fiscalité, on est en réforme perpétuelle, c'est vrai, mais une fois de temps en temps, on en fait une plus grosse que les autres. Voilà, on change plus de règles, et c'est la loi du 25 décembre 2017, donc on pourrait dire 4 ans déjà. On a eu le temps de voir venir, d'absorber, de maîtriser tout ça. En fait, pas du tout, parce que comme dans ce beau pays, les réformes doivent être budgétairement neutres, si la réforme a pour effet de baisser le rendement de l'impôt des sociétés, de manière tout à fait théorique, donc on raisonne comme des économistes, toutes choses étant égales par ailleurs, vous savez comme moi que la vraie vie, c'est jamais toute chose égale par ailleurs, donc c'est déjà faux à la base, mais ça coûte 5 milliards pour faire bref, de baisser les taux, parce que ces taux nous handicapent au niveau des comparaisons internationales. Il faut absolument baisser le taux. Mais si on applique des taux réduits, 25 et 20%, c'est l'idée, à une base qui resterait identique, ça coûte 5 milliards. Donc il faut d'autres mesures pour retrouver 5 milliards. Prudent, le gouvernement instaure d'ailleurs des mesures pour 5 milliards 4 comme ça, en contrepartie, comme ça on est sûr qu'on va pas perdre un bal. C'est évidemment tout à fait ridicule et inapproprié comme raisonnement, parce que vous savez comme moi que si l'impôt est moins élevé, les agents économiques, que ce soit des personnes physiques ou des sociétés, il leur reste plus de moyens financiers, évidemment, puisque l'on en a pris moins, et tout le monde, et certainement les entreprises, ont de très bonnes idées pour utiliser l'argent qu'on leur laisserait, soit pour investir, soit pour augmenter une rémunération, soit pour engager. Donc c'est évidemment jamais neutre, et on peut diminuer les impôts sans diminuer les recettes fiscales. Mais ça, c'est un langage que tout le monde ne peut pas comprendre. Ça veut dire, la première conséquence de cela, c'est que passer directement à 25% en taux nominal et 20% pour les PME, parce qu'on aime quand même bien nos PME, et on a raison d'aimer nos PME, puisque c'est 95% du tissu économique, c'est quand même un peu risqué. On va d'abord faire 29, on va pas exagérer, et puis on passera à 25, et donc on va finalement phaser cette réforme de l'impôt des sociétés en 3 phases. Le problème, c'est que ce phasage en 3 exercices d'imposition, tout ne s'applique pas, toutes les mesures 2019 ne s'appliquent pas à exercice d'imposition 2020, toutes les mesures 2020 ne s'appliquent pas à exercice d'imposition 2021, etc. Parce que vous savez comme moi que des sociétés peuvent clôturer leurs écritures à une autre date que le 31 décembre, et donc forcément, une société qui viendrait à clôturer ses comptes en 2020 à une autre date que le 31 décembre 2020, serait en exercice d'imposition 2020 et pas 2021. Et comme cette réforme a la particularité de dire que les nouvelles mesures qui sont prises entrent en vigueur à partir d'une date déterminée qui se rattache au minimum à l'exercice d'imposition, et on va donc dire 2019, 2020, 2021, en réalité, ça complique les choses. Ça, c'est une première constatation qu'il faut faire. Une deuxième constatation, c'est que ça a été mal écrit. Ça a été pris dans la précipitation, comme toujours. On ne prend plus la peine de réfléchir quand on rédige des textes fiscaux. Et 7 mois après, ce qui devait arriver arriva. Nous avons une loi du 30 juillet 2018 qui va corriger à peu près 40 articles de cette réforme de l'impôt des sociétés. Et curieusement, alors que c'est évidemment le code des impôts sur les revenus qui avait été modifié, l'impôt des sociétés, vous savez que c'est de l'article 179 au 219 quater, donc dans cette petite période-là, non, la loi de réparation, qui n'ont pas voulu appeler comme ça, parce qu'on ne reconnaît jamais qu'on s'est trompé, la loi de réparation, elle ne modifie pas le code des impôts sur les revenus,
elle modifie la loi du 25 juillet 2017. Vous imaginez la gymnastique intellectuelle que l'on va devoir faire, et tout récemment encore, loi du 27 juin 2021, en fait, la Belgique avait mal transposé dans la deuxième phase et mal adapté sa législation concernant la récupération des pertes étrangères. Rebelote, c'est pas grave. On recommence, on réécrit le tout, on revient avec des entrées en vigueur rétroactives. Mais derrière tout ça, bon, il y a non seulement les entreprises, les sociétés, mais normalement, si c'est pas leur cœur business, ça s'intéresse pas à la fiscalité, elles vous font confiance. Alors vous, il faut maîtriser tout ça, il faut comprendre tout ça, et dans un contexte où on vous responsabilise de plus en plus, l'idée quasiment plus cachée ni dissimulée est de transformer tous les professionnels du chiffre, les experts comptables, les experts fiscaux, en super flics, super délateurs. Notez que entre nous, et ça bien sûr on coupera au montage, je n'en doute pas, mettez-vous à la place de l'administration, elle n'est plus capable, parce qu'elle ne forme plus ses agents, notamment pour cette raison-là, elle n'est plus capable de remplir son rôle. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On cherche quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. C'est déjà malin. Mais c'est simplement malin, c'est intelligence en plus. Mais, et c'est là qu'on peut parler de génie quand on parle de la Belgique, non seulement l'administration va faire son travail par d'autres, c'est-à-dire vous, mais en plus gratuitement. Il faut reconnaître que c'est du génie quand même. Hein, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Évidemment, peut-être que vous n'allez pas être archi motivé, et c'est pour ça que de plus en plus vous êtes responsabilisés, et on s'oriente petit à petit. Regardez ce qui se passe chez nos voisins. D'abord, vous avez l'obligation de dénoncer vos clients, mais en France, la délation est rémunérée. Aux Pays-Bas, elle est encouragée. Je vous invite à aller voir le site, ça ne s'invente pas, fiot.nl. FIOD.nl. En Angleterre, les experts fiscaux sont jurés, donc c'est eux qui payent les redressements fiscaux de leurs clients. Je peux vous dire que dans ces conditions-là, la relation que vous allez avoir avec vos clients est un tout petit peu différente. Et un petit peu spécial aussi, il faut bien le dire, surtout comme le disait, m'expliquait récemment une de vos consoeurs. Elle a expliqué non pas à son client qu'elle allait être obligée de le dénoncer tellement tout est plus que borderline, mais ils avaient très bien compris. Alors madame, vous allez surtout ne rien dire et vous allez surtout continuer à tenir notre comptabilité pour ne pas vous retrouver dans le canal de Willebroek avec un couteau planté entre les omoplates. Donc il y a quand même un certain risque. Et donc je vous félicite pour faire ce métier-là. Vous allez me dire que les conditions deviennent totalement impossibles, ça devient difficile, mais c'est pour ça qu'il faut se protéger. Il y a des assurances. Je suppose que si un de vos clients demande est-ce que je peux amortir un ordinateur portable en 3 ans, je suppose qu'avant de dire oui, vous mettez 8 pages de warning, d'abord, pour vous assurer. Et alors, il y a le fait, il y a des gens qui vous défendent aussi. Et la meilleure manière encore, c'est évidemment de maîtriser la matière. Mais la matière, elle est très très difficile. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était de vous parler de ce phasage, revenir sur le phasage de la réforme de l'impôt des sociétés, puisque une série de mesures sont applicables seulement pour la première fois, exercice d'imposition 2021. Les dernières déclarations à souscrire, vous avez encore un bon mois pour le faire, mais donc ça veut dire qu'il faut se rappeler de ce qui a été adopté il y a déjà presque 4 ans, et savoir aussi qu'un certain nombre de choses ont été corrigées. Et tout ça indépendamment de la position de l'administration qui ne correspond pas toujours au texte de loi. L'administration, pouvoir exécutif, a pris cette mauvaise habitude. Quand la loi ne lui plaît pas, alors que c'est elle qui l'a écrite, mince, on avait oublié, elle estime qu'elle est en droit de pallier les carences du législateur et de corriger tout ça par voie de circulaire. C'est évidemment très mauvais. Le problème, vous avez dit, il exagère, il n'y a pas de souci, on peut s'adresser au pouvoir judiciaire. Oui, s'adresser au pouvoir judiciaire, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent, il faut avoir la santé, et il faut surtout ne pas avoir besoin de recourir au monde du crédit, parce que si votre banquier
qui n'est déjà pas très chaud pour vous prêter des sous, vous demande, vous n'avez pas de litige, je le pars, oh si, j'ai un petit litige avec l'administration fiscale, mais vous savez, ils sont nuls et très mauvais, je vais gagner ça les 2 doigts dans le nez. Vous allez voir que le banquier ne se laissera pas nécessairement convaincre très très facilement à ce sujet-là. Alors en réalité, parler des mesures 2021, c'est quasi impossible sans rappeler, je ne vais pas revenir depuis le début, sans parler de ce qui est exercice d'imposition 2020, et c'est d'ailleurs une des difficultés, on sait que ça a changé, mais depuis quand, quel exercice d'imposition, et c'est ça que je voudrais revoir avec vous, étant entendu que je laisserai un texte, si vous voulez, qui correspond à mon exposé. Je n'ai pas fait de PowerPoint, excusez-moi, mais vous pouvez avoir un texte tout à fait complet auquel vous pouvez vous référer. Alors, si on suit l'ordre de la déclaration fiscale, introduction un petit peu longue, mais je pense qu'il est utile de rappeler tout cela. Lorsque il y a 2 manières d'aborder la fiscalité, ou bien on suit l'ordre du code, ou bien on suit l'ordre de la déclaration fiscale. Dès lors qu'on s'y connaît suffisamment, qu'on a un bagage suffisant, on se rend compte qu'en fait, la meilleure manière, c'est de suivre l'ordre de la déclaration fiscale, l'impôt des sociétés en l'occurrence, parce que c'est à ça qu'on se rattache, et en fin de compte, c'est ça qu'on va devoir quand même remplir. Alors je vais passer, on va commencer par les réserves, tout naturellement. Les réserves apparentes, il n'y a pas de souci, dès lors que le bilan est correct, elles le sont aussi. Mais c'est surtout les réserves dites occultes. Occulte, ça n'a aucun sens péjoratif. Dans le langage courant, en français, occulte, ça veut dire il faut voir. Non. Si vous prenez l'équivalent en néerlandais, onzichtbaar, c'est tout simplement, on ne les voit pas. Non, on les voit pas à la lecture du bilan, bien sûr, mais il n'y a aucune connotation péjorative à ce sujet-là, ni d'intention frauduleuse. Alors, quelles sont les réserves occultes les plus prisées de l'administration? Ce sont celles qui résultent d'excédents d'amortissement. Alors pour l'administration, quasi toujours, vous amortissez trop vite, calmez-vous, vous aurez droit à vos 100%, mais elle considère que vous êtes un tout petit peu trop agressif en matière d'amortissement, ce qui, entre nous, est parfaitement ridicule. Je sais bien qu'il faut respecter toute une série de principes, que sinon on ne sait pas quelle est la limite, mais une fois que le bien est amorti, c'est peut-être le meilleur incitant à l'investissement, c'est de se rendre compte qu'on n'a plus droit à déduire des amortissements. Et donc en matière, les réserves occultes les plus fréquentes, ce sont celles donc qui résultent d'excédents d'amortissement, et plusieurs règles ont été modifiées, avec effet au 1er janvier 2020, vous vous dites, alors pas de souci, ce sera l'exercice 2021, non, oui, pour la plupart des sociétés, mais pas pour toutes celles qui ont clôturé en 2020 avant le 31 décembre et qui donc sont déjà concernées par cette disposition. Donc, suppression du régime des amortissements dégressifs à l'impôt des sociétés. Beaucoup me demandent, oui mais c'est partout, IPP et ISOC. Non, il faut aller voir où la modification est-elle inscrite. Si c'est après 178, donc à partir de 179, ça ne concerne évidemment pas l'impôt des personnes physiques. Donc c'est bien une mesure exclusivement ISOC. À l'IPP, vous pouvez toujours pratiquer l'amortissement dégressif. Deuxième règle qui a changé en matière d'amortissement, c'est que les petites sociétés doivent également calculer leur première annuité d'amortissement pro rata temporis. Ce n'était jusqu'alors que le cas des grandes. Et alors, la troisième modification, pour faire bref, on va surtout consacrer ces quelques moments ensemble pour rappeler les règles, on ne va pas aller voir le détail de celles-ci, en tout cas pas toutes, c'est que en matière d'amortissement des frais accessoires au prix d'achat, ces mêmes petites sociétés ont toujours le choix d'amortir les frais en une fois ou en les répartissant sur plusieurs années, mais si elle décide de les répartir sur plusieurs années, alors ça doit obligatoirement être au même rythme que le principal. Toujours dans nos réserves, vous savez que nous avons aussi une technique tout à fait extraordinaire en impôt des sociétés, c'est que quand il faut dégrever quelque chose, il y a différentes manières.
ou bien on fait des déductions revenu de revenu. Le problème, c'est qu'on est alors limité à la base imposable positive qui subsiste après l'opération immédiatement précédente, avec, dans la plupart des cas, une possibilité de report pour ce qu'on n'aurait pas pu déduire. On peut aussi envisager l'octroi d'un crédit d'impôt, mais accorder une réduction d'impôt, il faut de l'impôt, sauf si c'est un crédit d'impôt qui est non seulement imputable, ça ils le sont tous, mais également remboursable, et en fait à l'impôt des sociétés, on ne l'a que en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche et développement, mais à ce niveau-là, rien n'a été changé, donc vous connaissez la technique. Et alors, il y a à nouveau cette idée tout à fait géniale, une nouvelle fois, mais c'est normal, hein, il faut... génial, c'est d'office associé au mot Belgique, eh bien, c'est de majorer la situation de début des réserves. Cette technique-là peut même avoir pour effet d'augmenter une perte récupérable. Maintenant, à part les exceptions de l'agriculture, notre système de récupération de pertes est uniquement un système de carry forward. On n'a pas de carry back. Ça veut dire que c'est bien de générer des pertes déductibles, mais alors faut-il avoir de la base imposable pour pouvoir les déduire ultérieurement. Alors, les cas de majoration de situation de début des réserves, on pourrait dire, s'il faut exonérer quelque chose, que ça ne s'opère pas par le biais d'une des opérations. Il y en a 14 maintenant à l'impôt des sociétés, dont 3e à 14e sont des opérations de déduction. Bon, il y a juste la petite corbeille qui va intervenir entre-temps, mais il y a 14 opérations à l'impôt des sociétés. Et on se dit, si je ne trouve pas là, ou bien si ça ne m'arrange pas trop, je vais plutôt utiliser la technique de la majoration de la situation de début des réserves. Non, bien sûr, les cas de majoration de la situation de début des réserves sont limitativement énumérés, ou ça dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, mais on en arrive quand même à avoir aujourd'hui un grand nombre de cas, mais donc sachez qu'il n'y en a pas d'autres, et c'est surtout en matière de transfert intragroupe. Vous savez que c'est une pseudo-consolidation fiscale. La possibilité a été offerte aux sociétés de compenser les pertes de X avec les bénéfices de Y, pour autant qu'elles appartiennent à un même groupe, et dans ce cas, celui qui peut déduire paye une indemnité, enfin vous savez tout cela. Alors il faut évidemment neutraliser ces effets-là. Il y a pas mal de lignes dans la déclaration fiscale qui sont réservées à cette situation, et notamment un cas de majoration de situation de début des réserves. Alors la pandémie, ce fameux coronavirus qui est à la base de la pandémie de la Covid-19, il faut dire la Covid-19, même si le Larousse dit c'est féminin, c'est là, c'est une maladie en fait qui est provoquée par le coronavirus. D'ailleurs, l'humoriste disait, là je m'adresse uniquement aux messieurs, un truc qui vous empêche de voir vos potes et qui vous oblige à rentrer à 22 heures, ça c'est être que féminin. Hein. Donc c'est bien la Covid-19, voilà, j'entends toutes les dames ouh, derrière. C'est de l'humour, bien évidemment. Eh bien, il a été donné la possibilité, au niveau fiscal, de renforcer la solvabilité et les fonds propres des sociétés suite à la pandémie, toutes les lois du Covid-19, et donc nous allons dire de la Covid-19. Donc en fait, on peut anticiper. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes à l'IPP qu'à l'ISOC. Il faut faire attention, il y a d'ailleurs une limite de 20 millions d'euros. Les règles, c'est d'anticiper en fait la perte. Oui, on parle d'ailleurs de déduction anticipée d'une perte. Attention, il fallait pas exagérer. Il y a des sanctions si on est allé trop loin. Il faut d'abord être en perte, bien sûr, pour l'anticiper, pour ne pas devoir payer de l'impôt qui par la suite pourrait être récupéré, mais pour autant qu'on ait de la base. Et il y a des sanctions si on a exagéré. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'avaient informé via l'ordre qu'ils n'engageaient pas leurs clients. D'abord, il était très difficile d'expliquer que si on n'était pas en perte, c'était pas applicable. Et deux, qu'il fallait certainement pas exagérer. Moi, je vais exonérer le maximum et puis on corrigera. La correction, la sanction financière peut aller, dans le pire des cas, jusqu'à 25%. Jusqu'à 20%, pardon. Donc, attention.
Et la plus grosse difficulté, évidemment, c'est qu'il fallait être voyant extra-lucide pour appliquer cette règle avec exactitude, donc sans aucun risque. Et ça, ce n'est pas encore une qualité dont sont pourvus tous les experts comptables et les experts fiscaux. Vous êtes d'excellents fiscalistes, d'excellents comptables, d'excellents juristes. Vous avez toutes les qualités d'une assistante sociale pour soutenir le moral de tous vos clients, mais très peu d'entre vous ont des dons ont des dons visionnaires comme ça sur le passé. N'oubliez pas que dès qu'il y a un régime fiscal qui déroge, on va dire au droit commun plus exactement, à la règle qui veut que les impôts, le code des impôts, c'est fait pour payer des impôts. Chaque fois que vous en payez moins, chaque fois que vous les payez de manière étalée, chaque fois que vous les payez plus tard, chaque fois que vous obtenez une réduction, en fait, chaque fois qu'on n'est pas dans la logique pure et dure, je taxe et à l'année prochaine, il y a d'office des conditions. Donc je rappelle que quand il y a des conditions, il faut regarder quelles sont-elles, qui doit les respecter, à quel moment et pendant combien de temps va-t-il falloir respecter ces conditions. Ce sont des choses, je me rends compte qu'on oublie régulièrement de procéder de cette manière. Et alors il faut expliquer à l'administration qu'on souhaite bénéficier de ce régime de faveur. Et c'est pour ça il existe des formulaires qui sont fort contraignants. Ici, c'est un relevé 275 COV. Contrairement à la déclaration IPP, à l'impôt des sociétés, tous ces formulaires, ils font partie intégrante de la déclaration. Il y a un cadre spécifique dans la déclaration ISOC. La déclaration ISOC, c'est un arrêté royal, donc c'est une obligation réglementaire, et la jurisprudence est souvent très très sévère. Si le document n'est pas joint avec la déclaration fiscale, eh bien, trop tard, vous n'y avez pas droit, vous perdez le droit à. Bon, parfois, ils font preuve d'un peu plus de bon sens et d'humanité. Ici, en l'occurrence, il y avait déjà toute une série de bilans établis, de déclarations rentrées, donc il a été possible d'agir d'une autre manière. Alors, le deuxième élément du résultat fiscal, ce sont les DNA. Donc, vous savez qu'une société, quand elle fait des bénéfices, d'ailleurs c'est le but, elle a deux possibilités. Ou bien elle les met en réserve et on appelle ça des réserves, ou bien elle les distribue, on appelle ça des dividendes. Au niveau fiscal, c'est pareil. Quoi que la société fasse avec ses bénéfices, c'est taxable et au même taux. Voilà. Le problème, c'est que il y a un certain nombre de discordances, comme vous le savez, entre la loi comptable et la loi fiscale. Et donc, en comptabilité, on a évidemment tout comptabilisé. On a pris en charge toutes les charges, et qui ont eu un effet sur le résultat, évidemment, le résultat qui pourra faire l'objet d'une affectation, donc soit être mis en réserve, soit être distribué. Mais ça n'a évidemment pas, si on applique l'article 53 ou 198, à savoir, personne ne conteste que la dépense qui est faite, c'est professionnel, il n'y a pas de doute. Mais il y a une règle particulière qui dit, oui, mais bien que ce soit professionnel, c'est malgré tout pas déductible. Si c'est pas déductible, c'est pas pour ça qu'on ne la comptabilise pas, bien sûr. Donc, ceux qui rêvent encore à une harmonisation complète entre le droit comptable et le droit fiscal, ils ignorent l'existence à l'heure où ils espèrent qu'on puisse supprimer les articles 53 et 198 qui ont pour effet qu'à l'impôt des sociétés, on arrive à avoir une cinquantaine de DNA quand même aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Et dans ces dépenses non admises, donc ce sont des charges qui ont influencé le compte de résultat, et donc le résultat de la société, mais qui fiscalement, pour une raison ou pour une autre, bonne ou mauvaise, souvent mauvaise, en tout cas parce que exclusivement budgétaire, voilà, fiscalement non. Oui, en comptabilité c'est bien, bravo, félicitations, mais en impôt des sociétés, en fiscalité, ce n'est pas déductible. Évidemment, c'est pas une réserve, c'est pas un dividende, et donc on a inventé cette rubrique, les dépenses non admises, les DNA, mais la rubrique ne porte pas nécessairement bien son nom, bien sûr, puisque vous savez qu'il y a non seulement des dépenses qui effectivement ont influencé le compte de résultat, mais ne peuvent pas être admises sous le plan fiscal, et on va les réincorporer dans le résultat fiscal par ce biais-là, mais il y a aussi toute une série de corrections techniques, et donc finalement, dans ces DNA, on trouve un petit peu de tout et le nom ne correspond pas à toutes les situations possibles.
Alors rien que pour l'exercice d'imposition 2020, puisque je fais quand même un petit rappel avant d'arriver à l'exercice d'imposition 2021, il y a 7 nouvelles DNA qui sont apparues. Il y a d'abord la question des intérêts exagérés. Alors c'est toujours l'article 55, le taux du marché qui trouve à s'appliquer, sauf pour les prêts non hypothécaires sans terme, où là, la loi va fixer un taux, et ce taux, c'est le taux des ICIEB à un certain délai, etc., majoré de. On est à 2,56 pour l'exercice en question, 2,57% aujourd'hui. Il y a les surcoûts d'emprunt non déductibles. Et pourquoi faut-il l'introduire? Parce que il y a une possibilité de report. Possibilité de report, donc on déroge un petit peu à la règle. Donc à nouveau, il y a un formulaire. Il faut penser formulaire. Et en l'occurrence, le formulaire, c'est le 275 SE. Dans les reprises d'exonération antérieurement accordées, il y a aussi de nouvelles règles en matière de transfert intragroupe. Lorsque le transfert est opéré vers une société étrangère établie dans l'espace économique européen, même d'ailleurs si celle-ci ne dispose pas d'établissement stable, un tel transfert n'est possible que si elle a cessé effectivement ses activités et où le transfert intragroupe va effectivement être imputé sur les pertes étrangères définitives. Mais si jamais, au cours des 3 années qui suivent l'événement, l'opération, on parle de cessation en l'occurrence, une autre société qui fait partie du même groupe venait à reprendre les activités qui ont été abandonnées, alors la déduction du transfert intragroupe qui avait été opéré va être reprise. Et comment va-t-elle être reprise? Techniquement, dans notre rubrique des reprises d'exonération antérieures. Il y a aussi les indemnités qui sont payées en exécution d'une convention de déduction d'intérêt, DNA. Il y a les indemnités payées en exécution d'une convention de transfert intragroupe. Vous avez également des règles concernant les dispositifs hybrides. Donc là, on a un bénéficiaire personne physique. Il faut bien avoir le réflexe pour trouver ce que ça veut dire, d'aller voir à l'article 2 ce qu'on entend par là, et c'est effectivement là que l'on va trouver les définitions de ces êtres bizarres. Et en l'occurrence, c'est à l'article 2, paragraphe 1er, 16e du Code. Et il y a, selon le cas, matière ou non à procéder au rejet de la déduction en question. Il y a également toujours dans nos DNA les bénéfices non distribués d'une CFC, donc si on traduit en français, c'est une société étrangère contrôlée, qui est bien une mesure typique de la deuxième phase. Et puis après, vous avez cette sanction du fait qu'on aurait exagéré la fameuse réserve exonérée Covid-19, avec une majoration de la base imposable visant à neutraliser la baisse du taux normal, et ceci va également s'opérer par le biais des DNA. Donc des mesures souvent très techniques auxquelles il faut penser. Les dividendes distribués, rebelote, on fait marche arrière, donc on sait que des intérêts peuvent être qualifiés en dividendes lorsque le taux est exagéré et lorsque le total des avances productives d'intérêts dépasse à un moment donné quelconque de l'exercice d'imposition le total des réserves taxées début de période et capital fin de période. Mais comment définit-on l'avance? Elle était définie jusqu'il y a peu, donc avant cette modification, comme étant une créance détenue. Alors finalement, on a trouvé que c'était pas bon. Créance détenue, c'est beaucoup plus restrictif que préconsenti, qui était la première formulation retenue lors des pouvoirs spéciaux, les derniers pouvoirs spéciaux dont le gouvernement avait bénéficié en matière fiscale. Eh bien, en fait, ici, c'est un retour aux sources, si je peux dire ainsi. On modifie simplement la définition de l'avance.
On ne dit plus c'est une créance détenue, c'est un prêt d'argent consenti et on revient alors à une définition du Code civil puisque il n'y a pas de définition spécifique de ces termes dans le Code des impôts sur les revenus. Alors il y a un petit moment, donc quand vous avez déterminé le mouvement des réserves, vous avez exclu toutes celles qui sont exonérées, le plus souvent c'est temporaire. Si on est dans le tax shelter, qu'elle devienne définitive, alors on va reprendre tout en résultat, mais comme il n'y a pas de taxation, on va majorer la situation de début des réserves. C'est un cas, tout ça vous connaissez bien. On a déterminé toute notre DNA, on connaît nos dividendes, on fait la somme, on a le résultat fiscal, on se dit je vais déduire. Enfin, c'était le but du jeu. C'est à ce moment-là que ça devient amusant. Mais en fait, pas tout de suite parce que il va falloir ventiler. On a la chance d'être taxable sur ces revenus mondiaux. Le problème, c'est que si les revenus proviennent d'un autre pays, il faut aller voir ce que dit la Convention. Si la Convention dit que c'est l'autre pays qui taxe, c'est pas nous. Donc, c'est pas la Belgique. On parle de la dévolution du pouvoir d'imposition dans ce cas-là. Les conventions, je rappelle, parce que je viens encore de voir des erreurs et même dans un jugement, elles ne règlent pas du tout la manière dont on va taxer. Elles se contentent de dire à qui peut taxer. Donc on parle de dévolution du pouvoir d'imposition. La Belgique, d'ailleurs, rappelez-vous, elle avait pensé que quand le pays en question ne taxait pas effectivement les revenus en question, on avait le cas avec la France et on a encore le cas aujourd'hui avec un type de pension avec les Pays-Bas, alors l'administration disait, oui, mais bon, d'accord, c'est eux qui peuvent taxer, donc c'est pas nous, mais ils ne taxent pas effectivement. Donc l'administration pensait, elle, qu'elle récupérait le droit à taxer puisque les autres ne le faisaient pas. C'est évidemment du grand n'importe quoi. Vous ne devez pas vous laisser embarquer dans ce genre de choses, mais il faut reconnaître que si on parlait correctement, le problème ne se poserait pas. On a coutume de dire que des revenus exonérés, ils sont pas taxés. C'est absolument faux, Absolument faux. Des revenus exonérés, ils sont taxés à 0%. C'est très différent, Ils ont donc subi leur régime fiscal, qui est d'être taxés à 0%. Et on parle de revenus exonérés. Mais n'allez plus jamais dire et reconnaître que des revenus exonérés, ce sont des revenus qui ne sont pas taxés, bien évidemment. Il n'y a pas que cela qui est à la base du problème, mais une exemption vaut taxation. C'est comme ça qu'on le disait à l'époque. Et ceux qui sont dans ma tranche d'âge, c'est comme ça qu'on nous l'apprenait à l'école à ce moment-là. Mais donc, avant de déduire, à partir de la troisième opération, on va procéder à la deuxième, qui est une opération de ventilation, qui est pas facile, pas toujours facile, quand il y a des pertes, qu'il y a des frais qui couvrent plusieurs pays. Mais ce qui a été introduit petit à petit, il y a déjà un moment, on s'y est habitué, c'est qu'avant de passer à tout cela, il y a une petite étape très désagréable. Il y a un petit tableau dans la déclaration fiscale. Ce sont les éléments sur lesquels porte la limitation de déduction. Là, vous aurez observé que dans la déclaration exercice d'imposition 2021, on ne parle plus d'éléments sur lesquels porte la limitation de déduction, on dit éléments sur lesquels porte l'interdiction de déduction. Effectivement, sur ces montants-là, on ne peut rien déduire, même pas la perte de l'exercice. Donc, exemple, votre résultat, c'est une perte moins 200, mais vous avez bénéficié d'un avantage anormal ou bénévole de 300, eh bien, la base imposable, elle est de 300, puisque ces éléments-là, les avantages anormaux ou bénévoles reçus, articles 79 et 207, sont des éléments sur lesquels on ne peut rien déduire. Si on ne peut rien déduire, même pas la perte, c'est forcément le minimum imposable. Attention que dans ce cas-là, je crois qu'il y a 9 fois sur 10, il y a des erreurs. En tout cas, tous les étudiants que j'ai, pourtant je pensais leur avoir bien expliqué, font l'erreur à l'examen. C'est que, dans ce cas-là, donc vous étiez à moins 200, mais vous avez bénéficié d'un avantage anormal ou bénévole de 300. Votre base imposable est 300. Votre perte récupérable, elle est de 500. Il faut compléter correctement la déclaration BISTAX pour que les choses se passent bien de cette manière-là. Sinon, vous allez perdre de la possibilité de récupérer des pertes. Eh bien, ces éléments sur lesquels porte la limitation de déduction, un ajustement est fait concernant la quotité de la réserve d'investissement, concernant la partie du transfert intragroupe qui excède le résultat négatif qui a été établi
avant la reprise du transfert en tant que bénéfice de la période imposable. Et voilà donc des cas nouveaux qui apparaissent pour l'exercice d'imposition 2020. Alors vous allez me dire, oui, mais à tous des cas, c'est plutôt de la fiscalité internationale. Je vous signale quand même que même des PME, on se retrouve de plus en plus dans un contexte international. Et donc on ne peut plus ignorer l'existence d'autres pays. C'est très rare qu'on reste véritablement en belgo-belge. Hein. Le pays est beaucoup trop petit, c'est pas comme ça que les choses évoluent. Alors dans le détail des bénéfices, là c'est un truc de fou. Je vais y revenir après pour l'exercice d'imposition 2021, parce que vous êtes déjà 2 à m'avoir signalé ce qui apparemment serait un bug. Enfin un bug, ça dépend de la manière dont on présente les choses pour l'exercice d'imposition 2021. Mais le détail des bénéfices, une fois qu'on a déterminé notre base imposable, donc on va devoir ventiler celui-ci en fonction de toute série de taux. Finalement, il y en a beaucoup plus à l'impôt des sociétés qu'à l'impôt des personnes physiques. Il y a la partie du résultat qui doit être soumise à l'exit tax, et donc on a tout renseigné, mais dans ce montant-là, disons 1000, il y a une partie qui doit être taxée à un taux différent. Ben, il faut voir, c'était du 12,5, ça a été du 15, en tout cas c'est 15%. À partir du 1er janvier 2020. L'exit tax va d'ailleurs intervenir à d'autres endroits. Il y a des corrections aussi qui sont à faire dans le cadre des bénéfices exonérés par convention ou qui ne sont pas exonérés par convention ou belges. Hein. Vous savez que nous avons 3 catégories. Il y a 3 corrections possibles. Une correction pour certaines pertes professionnelles qui sont éprouvées dans des établissements stables, une correction relative à certains dispositifs hybrides et une correction relative aux entreprises étrangères contrôlées, donc ces fameuses CFC, si on retient l'abréviation anglaise. Vous avez aussi, dans l'éclatement de la base imposable, la déduction du transfert intragroupe, qui est devenue la 8e opération à l'ISOC. On va faire intervenir la corbeille fiscale après la 7e opération. On va en fait on va regarder ce qui reste comme base, et à partir de là, toutes les déductions qui suivent, les RDT, pour revenus définitivement taxés. Vous pouvez dire aussi revenus désespérément taxés, mais officiellement c'est RDT, revenus définitivement taxés. La déduction pour capital à risque, les fameux intérêts émotionnels. Eh bien tout cela, c'est limité à 1 million, majoré de 70% du résultat qui subsiste au-delà donc du 1 million. Alors vous avez des bénéfices tax shelter, imaginons le tax shelter. Bon, il y a le cinéma, il y a art de la scène, le vidéo, l'Europe n'a pas encore donné son accord, donc il y en a 2 pour l'instant de ces tax shelters-là, on va dire culturels. L'exonération, elle est temporaire. C'est un petit peu embêtant parce que elle deviendra définitive si certaines conditions sont respectées, et il y a notamment le fait que certaines conditions doivent être respectées dans le chef d'un tiers. Donc si soi-même on revendique une exonération et puis qu'on ne respecte pas les conditions, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. Mais ici, on est tout à fait réglo, on a fait tout ce qu'il fallait, mais je ne vais pas donner de nom, mais il y avait un intermédiaire en matière de tax shelter qui a quand même couillonné, pour ne pas le dire autrement, quelques centaines de sociétés. Eh bien, indépendamment de cela, donc le fait que l'exonération n'est que temporaire, elle deviendra définitive par la technique de majoration de situation de début des réserves, si effectivement toutes les conditions sont remplies. Mais une réforme fiscale qui a pour effet de baisser les taux, là ils y ont pensé, oui mais au moment où vous avez revendiqué l'exonération, disons que c'était 33, on va laisser tomber la contribution complémentaire de crise, c'était 33% pour faire simple, et vous n'avez pas respecté les conditions, et au moment où vous les avez pas respectées, le taux n'est plus le même, il est de 29, vous allez y gagner. Ah non, ça ne va pas. S'il y a une reprise d'exonération, ça vaudra également pour les provisions pour risques et charges. Si elles ne se justifient plus, qu'elles deviennent imposables, on va regarder à quel était le taux qui a donné droit à
moins d'impôts, et c'est à ce taux-là que les sommes qui deviennent imposables vont être taxées. C'est ainsi que, en taxe shelter antérieurement exonéré, pour l'exercice 2020, on peut avoir du 33,99 ou du 29,58. 33,99, ça provient de 33 plus 3% de CCC, et 29,58, c'est 29 plus 2% de CCC. Là aussi, ils ont même eu peur de démanteler la société, la CCC, en une fois, tellement, d'après certains, il y avait un risque sur le budget. Je ne sais pas si vous avez une petite idée, mais les sociétés payent macroéconomiquement, globalement, elles sont 530 000, elles payent plus de 20 milliards d'euros d'impôts. Donc, il n'y a pas de crainte. Les intérêts notionnels n'ont jamais fait baisser le rendement de l'impôt des sociétés. Aucune mesure avantageuse n'a fait baisser le rendement de l'impôt des sociétés. On a simplement une petite inflexion en exercice 2009. Je vous rappelle qu'en 2008, il y a quand même eu une solide crise. Rappelez-vous, c'est la période où il avait été décidé de sauver nos banquiers. Pourquoi sauver les banquiers? Pas parce qu'ils sont plus sympathiques que cela, mais tout simplement parce que c'est eux qui gèrent toute l'épargne publique, donc toute l'épargne privée, pardon. Donc il fallait faire quelque chose. Même chose pour les plus-values réalisées qui auraient été taxées à un régime plus favorable, ou les provisions pour risques et charges. Il faut aussi, si ça devient imposable, renseigner la partie qui serait taxée à 33,99 ou 29,58. Même chose pour la réserve d'investissement, du 33,99 ou 29,58. Même chose pour l'exit tax. Donc vous voyez qu'on la reprend, comme je vous disais, celle qui est taxée à 15%. Et puis alors, vous avez le cadre qui tue, ou la question qui tue, et qui concerne la correction du taux de l'impôt des sociétés ou de la contribution complémentaire de crise, suite à une modification apportée à partir du 26 juillet 2017 à la date de l'exercice, à la date de clôture de l'exercice comptable, avec d'ailleurs des subdivisions. Alors ça, c'est de la folie, c'est que si jamais vous avez modifié la date de clôture, même pour d'autres raisons que fiscales, tous les cas sont visés, il y aura des corrections à faire parce que on ne peut pas en avoir retiré le moindre avantage fiscal. Un étudiant me demandait récemment, moi j'en ai un, qu'est-ce que je dois faire? C'est un truc de fou ça. Dès qu'on a modifié la date de clôture de l'exercice, j'ai dit, écoute, en fait il y a une solution dans ce cas-là, c'est de renvoyer ce client-là vers un confrère ou une consoeur qu'on n'aime pas du tout, quoi. Voilà, ceci c'est à titre d'humour, bien évidemment. Quand je suis enregistré comme ça, je déconne un petit peu moins. En direct, évidemment, là, je peux raconter un peu plus de bêtises. Mais donc ici, quand c'est une bêtise, je le dis aussi, bien sûr, puisque voilà. Alors, il y a cette fameuse cotisation distincte sur la surestimation de la fameuse réserve exonérée qui avait été constituée en vue de renforcer la solvabilité et les fonds propres suite à la pandémie qui nous empoisonne encore la vie aujourd'hui. On passe alors comme modification suivante les RDT, revenus définitivement taxés. Vous savez que on pouvait déduire que 95%. Donc en clair, il y a la maman qui est une holding et elle a toutes ses filles en dessous d'elle. C'est les filles qui font du pognon et on remonte tout l'argent à maman, pour faire simple. Eh bien, l'impôt, ça, il faut expliquer à certains qui ne comprennent pas. En général, c'est des gens qui votent PTB ou écolo. Il faut se rendre compte que l'impôt, il est perçu au moment où l'argent remonte. Mais si on ne détaxe pas dans le chef de maman qui a reçu le pognon, alors que l'impôt était prélevé quand la fille a fait remonter l'argent chez maman, vous allez avoir une double imposition avec les taux d'ISOC qu'on connaît. De toute façon, une double imposition, deux impositions, c'est une fois de trop. Et comment est-ce que les choses sont neutralisées? C'est au niveau de la mère qui a reçu tous les sous de ses filles, qu'on va déduire, puisqu'elle, évidemment, elle a comptabilisé en produits financiers tout l'argent qui est remonté, tous les bénéfices qui sont remontés, mais l'Europe avait dit, ouais, mais bon, attention, pas 100%, parce que tous les frais financiers qui sont liés à l'encaissement, à la gestion, etc. de ces revenus, eux, ils sont déductibles à 100%. Donc, si vous acceptez une déduction RDT à 100%, vous allez exonérer plus que 100%. Ouais, bon, vous êtes marrant, vous. En société, il n'y a pas de forfait, il y a que du réel. Comment voulez-vous qu'on détermine? Allez, bon, ok. Les Belges avaient reçu l'autorisation de l'Europe d'établir un forfait, c'est 5%.
Donc on ne déduisait que 95% à titre de RDT. D'ailleurs, pour la petite histoire, d'autres pays, dont l'Espagne, ont bondi sur l'occasion en disant « Eh ben nous, alors on peut aussi avoir un forfait ». Donc l'Europe avait dit oui. 95%, ok. Eh bien ici on supprime, on dit non, ça ne se justifie plus, on va pouvoir déduire à 100% les revenus définitivement taxés, donc ces dividendes qui proviennent des FII dans la mesure où les revenus ont effectivement été taxés à un taux analogue à l'impôt belge. À ce propos, un taux analogue à l'impôt belge, c'est un impôt sur les revenus, et qui est d'au moins 15%. On considère qu'alors c'est bien. C'est dommage qu'on ne met pas d'ailleurs notre taux à ce tarif-là, puisqu'on considère que quand les autres le font, c'est correct. Alors pourquoi est-ce qu'on maintient des taux qui sont le double de ceux-là? Dans les revenus définitivement taxés, il y a une déduction RDT spéciale sur les bénéfices distribués par une société étrangère contrôlée. On va donc en tenir compte également. Et également en déduction RDT spéciale, les plus-values non exonérées sur les actions ou parts, à nouveau, d'une société étrangère contrôlée. Je vous l'ai dit, on ne fait dans le temps qui m'est imparti, et surtout dans celui de votre patience, on ne fait qu'évoquer toutes les règles qui ont changé, comme ça, ah oui, c'est vrai, je me rappelle, ça a changé. Alors, les pertes récupérables, il y a une nouvelle rubrique qui est apparue dans la déclaration exercice 2020, mais ça concerne la rétrodéduction dans des pertes agricoles. Ça, il y en a moins. Et si vous avez des clients que sur Bruxelles, il y a peu de chances d'en trouver. Chaque fois qu'on parle perte et qu'on a une déduction, pensez à un article, l'article 206, c'est lui qui nous explique tout ça. Il n'est pas non plus très facile à demander. N'oubliez pas que bénéficier d'une telle mesure, il faut le demander. La charge de la preuve ne repose pas sur l'administration. On est dans un des cas de renversement de la charge de la preuve. C'est évidemment le contribuable, en l'occurrence la société, qui doit prouver qu'elle est dans les conditions, c'est un principe du droit civil, qu'elle est dans les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal. Nous avons également une modification en matière de versement anticipé qui était, est-ce qu'à votre connaissance, vous avez bénéficié des règles Covid, etc. Bon, un avantage, c'est un avantage. Ils sont très faibles en matière, pour les VA3, VA4, pour éviter la majoration d'impôt. Il n'y a pas de bonification pour VA à l'ISOC. Hein. Il n'y a qu'un évitement de majoration. Et est-ce que c'était bien dû à cette pandémie? Si la pandémie a plombé votre trésorerie, si votre activité était réduite, vous n'allez pas faire de VA, évidemment, pour le plaisir de faire des VA. Donc les cas sont quand même assez... où effectivement on bénéficiera de l'avantage sont assez peu nombreux, je pense. Il y a également dans ce cadre-là, parce que l'Europe n'aime pas ce genre de choses, oui, attention, être d'État déguisé et tout, maintenir la concurrence au sens européen, il y a une majoration qui est prévue en cas de dépassement de l'intensité, on parle d'intensité à ce moment-là, maximale de l'aide qui peut être octroyée suite à cette mesure tout à fait spécifique de rétrodéduction des pertes agricoles. Il y a également un cadre, on doit indiquer si on a modifié la date de clôture à partir de l'exercice d'imposition, à partir, du 26 juillet 2017. Donc vous avez en fait dans la déclaration 2020 à deux endroits où la chose apparaît. Vous avez un nouveau cadre pour les entreprises étrangères contrôlées, un cadre aussi pour les conventions de transfert intragroupe. En fait, il faut indiquer dans ce cadre-là, si on est concerné, quel est le numéro d'entreprise et quel est le numéro des entreprises avec lesquelles, des sociétés avec lesquelles une convention a été conclue. Et alors, vous avez le dernier cas de la déclaration, ces documents et relevés divers. Il y en a 6 nouveaux qui apparaissent, on ne va pas en faire l'inventaire, mais il y a pour l'exercice d'imposition 2020 et 2021, il n'y a pas de nouveaux arrivants, il y a 29 documents et relevés
qui sont prévus, énumérés dans la déclaration à l'impôt des sociétés et qui doivent être joints à celle-ci. Alors je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais à nouveau, quand on aime, on ne compte pas, hein, je sais que ça vous passionne, mais je vais essayer de rester dans les temps comme ça, sans horloge particulière, je regarde. Dans les ministères, il y a des horloges, hein, et c'est d'ailleurs la seule chose qui ne disparaît pas, qui n'est pas volée, parce que tout le monde a les yeux dessus toute la journée. Voilà. Donc j'espère que je n'abuse pas, mais il fallait remettre en selle, me semble-t-il, rappeler toutes ces modifications, exercice d'imposition 2020, et pour aborder alors qu'est-ce qui a changé dans l'exercice d'imposition 2021, nouvelles mesures qui sont applicables seulement à partir de l'exercice d'imposition 2021, même si elles résultent d'une loi du 25 décembre 2017 et le plus souvent corrigées par cette loi de réparation du 30 juillet 2018. Eh bien, il y a de nouveaux cas de majoration de la situation de début des réserves. Il y en a 11 cas, vous imaginez le nombre, tant mieux, hein, c'est pour la bonne cause, dont une rubrique autre. Alors une rubrique haute, c'est pas une rubrique fourre-tout, c'est une rubrique où il y a moins de cas et l'administration, pour ne pas allonger la déclaration, a dit autre, et dans haute, il y en a 6. Donc finalement, pour l'exercice d'imposition 2021, il y a 17 cas différents de majoration de la situation de début des réserves. Mais il n'y en a que 17. Par exemple, si vous avez payé une amende, article 53, 6e, DNA, on va y revenir, si elle est remboursée, ou annulée, il faut détaxer. Mais détaxer, c'est pas par majoration de situation de début des réserves. Pourquoi ? Parce que la loi ne le dit pas. Je sais que très souvent, on invente ou on ne trouve pas ou on dit que c'est pas normal et on applique des cas de majoration de situation de début des réserves qui n'existent pas et donc on est susceptible de se faire gronder par l'administration si jamais elle venait à s'en rendre compte. Donc il faut en être conscient. Et dans ce cas-là, vous allez me dire comment va-t-on faire dans l'exemple que je viens de vous donner ? Dans les opérations de déduction, il y en a une, oui, la troisième. Les autres éléments non imposables. Troisième opération, c'est la première opération de déduction à l'ISOC. Vous allez, ouais, mais ça ne m'enchante pas votre idée parce que moi je suis en perte, donc j'ai pas de base, donc oui, voilà. Ça c'est le problème des autres éléments exonérés, dont l'exonération s'obtient à la troisième opération, c'est que si vous n'avez pas de résultat, c'est perdu. Donc vous avez effectivement été taxé, et quand il faut détaxer, il n'y a pas moyen de le faire. Et c'est pour ça qu'on est évidemment tenté de majorer la situation de début des réserves. Alors, le cas nouveau qui apparaît dans les cas de majoration de situation de début des réserves pour l'exercice d'imposition 2021, c'est un nouveau code, le 1064 pour la petite histoire, c'est exonération à concurrence des surcoûts d'emprunt non déductibles reportés. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Depuis l'exercice d'imposition 2020, on en a parlé, il y a un moment, a été instaurée une limitation de la déduction des intérêts, en ce sens que les surcoûts d'emprunt ne constituent pas des frais dans la mesure où ils dépassent le plus élevé des deux montants, soit 3 millions d'euros, soit 30% de l'EBITDA de la société. Mais cette partie non déductible, elle est reportable, et ce sans limite dans le temps, sur les périodes imposables suivantes. Et donc, on va évidemment détaxer de cette manière, en joignant, n'oubliez pas, le sacro-saint relevé 275 SE. En DNA, le plus gros du travail, je vais dire, avait été fait exercice 2020 avec 6 nouvelles DNA. Ici, il y en a une nouvelle en plus, qui est l'escompte non déductible pris en charge sur des immobilisations incorporelles ou corporelles non amortissables ou des immobilisations financières avec un nouveau code 1243. Je vous renvoie. En matière de dividendes distribués, il y a un cadre spécifique et c'est le troisième élément de notre résultat fiscal. Il y a c'est pas neuf,
en ce qui concerne la répartition de l'avoir social, mais pour la première fois, vous avez la rubrique est scindée dans la déclaration fiscale. Vous avez d'une part partie du partage de l'avoir social qui résulte d'une diminution de la réserve de liquidation ou d'une diminution de la réserve spéciale de liquidation, et d'autre part, partage de l'avoir social après déduction de la partie qui résulte d'une telle diminution, donc réserve de liquidation ou réserve spéciale de liquidation. Vous savez que depuis un certain temps déjà, il faut déclarer si la société a connaissance de son obligation de déposer une déclaration au PRM si des revenus mobiliers, essentiellement des dividendes ici, ont été mis en paiement et ou distribués. Et dans la déclaration 2021, rappel, est-ce que vous savez que vous devez souscrire une déclaration au PRM? Mais même s'il n'y a pas de PRM, même si vous êtes exonéré, et on vous demande, est-ce que vous savez que vous avez l'obligation de déposer une déclaration au PRM? Si ce sont des dividendes, ce serait une 273A. Alors vous avez donc cette nouvelle formulation pour les éléments sur lesquels porte à présent l'interdiction de déduction, et il y a une nouvelle rubrique qui apparaît à ce niveau-là, où il y a qui parle des prélèvements sur certaines réserves exonérées, et là vous devez aller voir dans les dispositions transitoires, c'est le 519 ter. On me fait signe que je n'ai plus une heure devant moi, mais beaucoup moins. Donc voyons ce qu'il y a encore de changements simplement dans l'énumération de ces changements. Pertes d'origine étrangère qui ne sont pas prises en considération pour déterminer la base imposable, ça c'est une nouvelle rubrique et qui est spécifique à la troisième phase de la réforme de l'impôt des sociétés. Donc en fait, en clair et essentiellement, il y a une interdiction de déduire des pertes des établissements ou des actifs étrangers dont les bénéfices sont entièrement exonérés en Belgique. Donc tout le monde pense évidemment à la seconde résidence en France ou encore un peu plus au sud que l'on détenait en société. Le détail des bénéfices voit apparaître de nouvelles rubriques. Elle est éclatée en fonction de tous ces taux spécifiques. À part les 33,99 et les 29,58 dont on a parlé, on a du 25%. Bien sûr, qui apparaît également. Et vous avez, je pense, 26 subdivisions qui apparaissent maintenant dans le cadre détail des bénéfices, qui fait d'ailleurs plus de 2 pages au moniteur dans la déclaration à l'impôt des sociétés. Vous avez également une correction du taux. Il faudra indiquer si c'est le cas ou pas, et notamment en matière d'exit tax, à 15%. Dans les autres éléments imputables, donc vous savez qu'on a un cadre précompte imputable, qui est complété par une rubrique et qui s'appelle sobrement autre élément imputable. Il faut dire que tel quel, ça ne veut pas dire grand-chose. Un nouveau code 1835, en fait, il faut savoir ce que c'est le crédit d'impôt non remboursable, il est imputable et non remboursable, dont les sociétés peuvent bénéficier si elles sont bailleurs, donc si elles sont propriétaires d'immeubles qu'elles donnent en location, et si elles renoncent volontairement à au moins 40% du loyer qu'elles auraient dû percevoir pour les mois de mars, avril et ou mai 2021. Donc pour leur locataire qui a dû fermer son commerce en raison des mesures qui ont été prises par le fédéral. C'est très, très, très restrictif, tout ça, dans le cas de la pandémie de la Covid-19. Et cette mesure, vous allez me dire, ça c'est de l'exercice 2022. Oui, et le plus souvent ce sera du 2022, mais ça peut aussi déjà trouver à s'appliquer pour l'exercice 2021 si la société tient sa compta autrement que par année civile. Et c'est pour ça qu'on voit déjà apparaître cette rubrique dans la déclaration exercice d'imposition 2021. Une petite modification aussi concernant les CFC, donc les entreprises étrangères contrôlées, où en fait c'est reformulé, c'est distingué entre première condition, deuxième condition. Pourquoi? Parce que la loi du 20 décembre 2020, il y en a plusieurs, mais une des lois du 20 décembre 2020 a étendu les personnes morales étrangères aux personnes morales qui sont établies dans des juridictions qui se retrouvent sur la liste établie par l'Union européenne des juridictions que l'on dit non coopératives.
Et je pense que je suis resté ainsi dans le délai qui m'était imparti. Donc vous admirerez à nouveau la gestion du temps tout à fait remarquable de votre dévoué. C'est aussi une plaisanterie. J'espère vous avoir appris, non, mais rappelé certaines règles auxquelles il fallait être attentif. Et donc c'est une des difficultés de cette réforme ISOC, c'est de bien phaser les mesures et de savoir à partir de quand elles sont applicables effectivement. Et c'était l'objet de cette brève intervention. Je vous remercie beaucoup pour votre bonne attention et à une prochaine fois, bien entendu. Au revoir.